Au dîner de famille, la maîtresse de mon mari a pris son bras et a ricané, « Ton lit est si doux. » Je me suis tournée vers mon beau-père, puis j'ai dit quelque chose qui a plongé toute la pièce dans un silence de mort. Les lustres en cristal jetaient une lueur dorée et chaleureuse sur la grande salle à manger du domaine Le Maire à Saint-Germain-en-Laye. L'argenterie polie et les chemins de table rouge rubis encadraient la célébration du 60e anniversaire d'Arthur Le Maire, le vénérable fondateur de Le Maire et Fil Développement. Les rires et le tintement des flûtes de champagne emplissaient l'air jusqu'à l'arrivée de Camille Mercier. Ses doigts fins s'enroulèrent autour de la manche sur mesure de mon mari, Julien Le Maire. Elle m'offrit un sourire délicat et radieux qui n'atteignit pas ses yeux froids. Se penchant avec un air d'intimité conspiratrice, sa voix porta juste assez pour que les invités à proximité l'entendent. Le matelas de votre chambre principale est remarquablement doux. Un silence soudain tomba sur la table du banquet. Les couverts s'arrêtèrent en l'air. Les conversations s'éteignirent et des dizaines d'yeux curieux, apitoyés et calculateurs se fixèrent sur moi. Tout le monde attendait l'inévitable, que je brise mon verre, que je hurle d'humiliation ou que je m'enfuis de la pièce en larmes. Au lieu de cela, je pris une gorgée mesurée de mon Cabernet Sauvignon, posai le verre avec des doigts fermes et me tournai vers le bout de la table. Arthur Le Maire était assis, raide, les jointures blanches autour de la poignée polie de sa canne en acajou, son visage buriné tendu par une fureur contenue. « Papa, dis-je doucement, ma voix tranchant dans le silence suffocant. Cet accord que vous avez rédigé lorsque Julien et moi nous sommes mariés, je crois qu'il est temps de le mettre en application. » La pièce entière devint complètement immobile. La main de Julien glissa instantanément du bras de Camille. Je me souvins avec une clarté saisissante de l'après-midi où Julien et moi avions signé notre acte de mariage à la mairie. C'était un après-midi d'automne couvert, une brune tombant sur les rues de Paris. Julien avait tenu un large parapluie noir au-dessus de moi, sa propre veste de costume en laine se trempant à l'épaule. Il m'avait regardé dans les yeux et promis, à partir de ce jour, Claire, tu n'auras plus jamais à marcher seule sous la pluie. J'avais 25 ans à l'époque. 3 ans après avoir obtenu mon diplôme de l'école Boulle, je travaillais des heures épuisantes en tant qu'architecte junior dans un petit studio. Julien avait 4 ans de plus, diplômé d'HC et unique héritier de l'empire immobilier Le Maire. Tout le monde dans notre cercle social murmurait qu'une fille de la classe moyenne avait fait un mariage bien au-dessus de sa condition. Seul Arthur Le Maire n'était pas d'accord. Lors de notre dîner de répétition, Arthur m'avait tenu la main devant tous nos parents et partenaires commerciaux, déclarant fermement, « Claire est une jeune femme exceptionnellement talentueuse et équilibrée. L'avoir dans notre famille est la plus grande fortune de Julien. » À l'époque, je croyais sincèrement être entrée dans une vie de bonheur. Dès la 3e année de notre mariage, les fondations commencèrent à se fissurer. D'abord, il y eut les interminables sessions de travail de Julien tard dans la nuit. Il prétendait que le nouveau développement commercial polyvalent en centre-ville rencontrait des retards de permis et des dépassements de budget qui nécessitaient sa supervision personnelle. Je ne l'ai jamais questionné. Chaque soir, je préparais le dîner et gardais les plats au chaud dans le four, les réchauffant à l'approche de minuit, attendant près de la porte d'entrée jusqu'à ce que la maison devienne silencieuse et froide. Puis vint son téléphone. Julien n'avait jamais utilisé de code de passe auparavant, mais soudain, la reconnaissance faciale et les verrous numériques apparurent. Chaque fois qu'un appel arrivait, il s'excusait, se retirait dans son bureau, fermait à clé la lourde porte en chêne et parlait à voix basse et prudente. Quand je l'ai interrogé une fois, il a balayé mes craintes d'un baiser sur le front, me disant que c'était une stratégie d'entreprise confidentielle et que je réfléchissais trop. Je me forçais à ne pas être indiscrète, ou peut-être qu'au fond de moi, j'étais trop terrifiée par ce que je pourrais trouver. L'illusion se brisa un mardi soir alors que j'organisais des plans dans le bureau. Julien avait laissé son 2e téléphone professionnel sur le bureau en verre. L'écran s'illumina avec une bannière de notification. C'était un aperçu d'une application de messagerie privée. « Julien, merci de m'avoir aidé à choisir les rideaux aujourd'hui. Pour la chambre principale, j'ai choisi ce gris ardoise foncé que tu as toujours aimé. » Le nom du contact était Camille Mercier. Mes mains tremblèrent violemment en ouvrant l'aperçu non verrouillé. L'historique des discussions était méticuleusement organisé. Il n'y avait pas de terme d'affection manifeste.
En surface, on aurait dit deux collègues collaborant sur un projet. Camille demandait à quelle heure il visitait le chantier du centre-ville, et il répondait 15 heures. Elle lui rappelait de prendre un parapluie car la pluie était prévue, et il répondait par une affirmation polie. Elle envoyait une photo d'échantillon de tissu, et il répondait que la texture était exquise. C'était épuré, si épuré que cela semblait totalement artificiel. L'intuition d'une femme se trompe rarement. Si elle n'était qu'une consultante sous contrat, pourquoi Julien n'avait-il jamais mentionné son nom à table? Pourquoi chaque message s'arrêtait-il commodément avant minuit? Et pourquoi s'adressait-elle à lui par son prénom au lieu de son titre de direction? Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié, ni exigé de réponse. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai tapé son nom dans la barre de recherche. Le premier résultat fut immédiat. Camille Mercier, 28 ans, conceptrice d'espace principal au studio d'architecture Lumina, diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Milan. L'article présentait un portrait professionnel. Elle était magnifique, avec des traits doux et élégants et un sourire soigneusement étudié. Une femme d'un an ma cadette, travaillant dans le même domaine, se vantant d'un pédigré européen d'élite. J'ai fermé l'onglet du navigateur et je suis restée assise dans le bureau sombre pendant des heures. Lorsque ma meilleure amie, Brigitte, a appelé pour prendre de mes nouvelles plus tard dans la nuit, j'ai gardé une voix légère et lui ai assuré que tout était merveilleux. Je n'étais pas faible. Je savais simplement que dans les cercles de la haute société, porter une accusation sans preuve indéniable me réduirait au stéréotype d'une épouse hystérique et peu sûre d'elle. Alors, j'ai commencé à l'observer avec un détachement clinique. J'ai remarqué la légère trace de parfum de jasmin coûteux qui persistait sur ses cols en cachemire, un parfum que je ne portais jamais. J'ai remarqué la légère hésitation dans ses yeux chaque fois qu'il mentionnait des dîners d'affaires avec des investisseurs. J'ai remarqué comment sa voix baissait instinctivement d'un demi-octave chaque fois que son téléphone vibrait dans sa poche. J'ai enregistré chaque date, chaque contradiction et chaque transaction suspecte dans un journal numérique crypté. En surface, j'étais aussi calme que l'eau dormante, mais en dessous se cachait un froid arctique. Je me suis souvenu de notre nuit de noces quand Julien m'avait serré dans ses bras en me murmurant qu'il me protégerait pour le reste de nos jours. Je me suis souvenu de ses mains nerveuses redressant sa cravate la première fois qu'il m'a emmené rencontrer ses parents. Je me suis souvenu de la façon dont ses doigts tremblaient lorsqu'il a glissé l'alliance en platine à mon doigt. Ces tendres souvenirs s'étaient estompés comme des photographies décolorées par le soleil, remplacées par la réalité de son profil indifférent, ses regards distraits et l'absence totale de chaleur dans ses yeux. J'avais bêtement cru que tant que je ne détruirais pas la façade, notre vie commune pourrait continuer à boiter. Mais certaines personnes ne se contentent jamais de laisser une façade intacte. Le gala du 60e anniversaire d'Arthur Lemaire se tenait au domaine familial, accueillant 10 tables magnifiquement dressées pour la famille élargie, d'éminents dirigeants civiques et des partenaires commerciaux. Arthur avait bâti Lemaire et fit le développement à partir de rien et commandait un immense respect dans toute la région. Il avait toujours été généreux avec moi, disant souvent aux invités, Claire a une véritable vision architecturale. Ces concepts possèdent une âme que ces cabinets d'entreprise fades ne pourraient jamais reproduire. Une semaine entière avant le gala, j'avais préparé son cadeau, une élévation à l'aquarelle dessinée à la main d'une véranda et d'un pavillon de jardin anglais traditionnel, méticuleusement adapté à ses goûts après 3 révisions exhaustives. Lorsque Julien avait jeté un coup d'œil au dessin terminé sur notre comptoir de cuisine, il avait simplement marmonné « ça a l'air bien », avant de retourner à son téléphone. Le soir de la célébration, j'ai choisi une élégante robe fourreau en soie bleu marine, j'ai relevé mes cheveux en chignon et j'ai appliqué un maquillage subtil. En regardant mon reflet, j'ai vu une femme de 32 ans avec une légère fatigue autour des yeux, mais qui se tenait avec une dignité tranquille. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé, ce soir, je ne ferai pas honte à mon beau-père. Julien et moi sommes arrivés ensemble. Arthur se tenait près du grand foyer pour accueillir les invités, son visage s'illuminant dès qu'il m'a vue. « Claire, ma chère, entre. Éléonore t'a demandé tout l'après-midi. » Ma belle-mère, Éléonore, s'avança dans une robe émeraude, prenant mes mains avec une réelle préoccupation. « Tu as l'air plus mince, ma chérie. As-tu encore sauté des repas au studio ?» J'ai souri, la rassurant doucement,
et j'ai jeté un coup d'œil à Julien. Il se mêlait déjà aux invités près du bar, impeccablement beau dans son smoking sur mesure, son sourire poli aussi parfait et synthétique que celui d'un mannequin. Le dîner commença ponctuellement à 18h. Arthur était assis en bout de la longue table avec Julien et moi immédiatement à sa gauche. Le service était impeccable, enchaînant des plats artisanaux et des vins fins dans une atmosphère d'élégance festive. Alors que le plat principal était servi, une subtile agitation se fit sentir près de l'entrée. Je levai les yeux et vis une femme entrer dans la salle à manger. Elle portait une robe de cocktail jaune moutarde saisissante, ses cheveux sombres tombant en cascade sur ses épaules nues, coiffée comme si elle venait de descendre d'un podium. Son bras était intimement enlacé à celui de Marc Fournier, le directeur exécutif du design de Lemaire et Fils. Je ressentis une vague momentanée de soulagement suivie instantanément d'une vive appréhension. Pourquoi Camille Mercier arrivait-elle avec Marc? Depuis quand étaient-ils si proches? En y regardant de plus près, la nature de leur posture était sans équivoque. Son corps était légèrement penché contre son épaule. Ses doigts crochus possessivement autour de son avant-bras, mais bien plus révélateur était la réaction de Julien. À l'instant où Julien vit Camille, le verre de vin dans sa main sursauta, manquant de se renverser sur le lin. Seul moi avais saisi cette panique fugace car mes yeux n'avaient jamais quitté son visage. Camille se dirigea vers notre table avec une assurance étudiée, offrant un salut chaleureux à Arthur. Joyeux 60e anniversaire, monsieur le maire. Que les années à venir vous apportent santé et prospérité. Arthur hocha poliment la tête. Merci, mademoiselle Mercier. Veuillez trouver votre place. Camille ne s'assit pas. Son regard parcourut les invités et se posa carrément sur moi. Un léger sourire acéré effleura ses lèvres, et elle lâcha le bras de Marc. Elle se dirigea directement vers ma chaise. Claire, dit-elle chaleureusement, son ton débordant d'une familiarité non méritée. Julien parle constamment de vous. C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Elle l'avait appelé Julien, pas monsieur le maire, pas le vice-président le maire, mais Julien. Je me levai, tenant mon verre de vin, maintenant un sourire social impeccable. Bonsoir, mademoiselle Mercier. Merci de vous joindre à nous. Camille pencha la tête, m'étudiant comme un spécimen intrigant. Puis, tendant la main avec une désinvolture troublante, elle glissa une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. Vous êtes ravissante ce soir. Des murmures parcoururent les invités environnants. Plusieurs la reconnurent. N'est-ce pas Camille Mercier du studio Lumina? J'ai entendu dire qu'elle est très impliquée dans le projet du centre-ville de Lemaire et Fils. Pourquoi est-elle arrivée au bras du directeur du design alors? Je ne dis rien, regardant fixement dans les yeux de Camille, attendant que le piège se referme. Elle ne me fit pas attendre. Après un toast superficiel, elle se pencha, ses lèvres frôlant le bord de mon oreille, murmurant d'une voix enrobée de miel et de venin, le matelas de votre chambre principale est remarquablement doux. Mes doigts se resserrèrent sur la tige de mon verre jusqu'à ce que le cristal craque. Camille recula, son sourire radieux et innocent comme si elle venait de complimenter les arrangements floraux, mais les mots étaient un clou rouillé enfoncé droit dans mon cœur. Le souvenir me frappa avec une précision écrasante. Le mercredi précédent, je m'étais rendu à Lyon pour une conférence d'architecture de 2 jours. Cependant, le client avait reporté de manière inattendue, me permettant de prendre un vol tardif pour Paris. J'étais arrivé à la maison à 1h du matin. La lumière de notre suite principale était allumée et Julien dormait déjà profondément. Les draps avaient été changés. Avant de partir, j'avais mis nos draps en lin bleu ardoise. À mon retour, le lit était fait avec du coton égyptien blanc impeccable. À l'époque, j'avais supposé que la femme de ménage avait effectué un changement imprévu. Maintenant, la vérité se dévoilait devant moi. Les draps avaient été changés parce qu'ils avaient été souillés par quelqu'un qui n'avait aucun droit d'être dans ma maison. Mademoiselle Mercier a certainement un sens de l'humour vif, dis-je, ma voix assez ferme pour me surprendre moi-même. Les sourcils de Camille se haussèrent légèrement, clairement décontenancés par mon manque de réaction explosive. Autour de nous, les rires et le tintement des couverts continuaient, inconscients de la guerre qui venait de s'enflammer au centre de la table. Julien était assis,
le regard fixé sur son assiette, les oreilles rouges écarlates. Marc Fourny gardait la tête baissée, coupant méthodiquement son steak comme s'il était sourd. Éléonore riait avec un cousin de l'autre côté de la table, ignorant la tension. Finalement, mes yeux rencontrèrent ceux d'Arthur. Le patriarche m'observait attentivement, son expression un mélange de perplexité, de profonde inquiétude et d'une résolution sombre et indéchiffrable. Je levai mon verre et me levai lentement. Tous les yeux à la table se tournèrent vers moi. « Papa, dis-je clairement. Cet accord que vous avez rédigé lorsque Julien et moi nous sommes mariés, je crois qu'il est temps de le mettre en application. » L'atmosphère se figea. La tête de Julien se releva brusquement, la couleur quittant instantanément son visage. Le sourire de Camille se durcit en pierre. De l'autre côté de la pièce, les conversations s'évaporèrent en milieu de phrase. Arthur posa son verre de vin avec un poids délibéré. Il me regarda, ses yeux portant le deuil, un examen minutieux et une profonde compréhension silencieuse. « En es-tu absolument certaine, Claire ?» demanda Arthur. « J'en suis certaine, répondis-je. » Arthur resta silencieux pendant 3 secondes angoissantes. Puis, s'appuyant sur sa canne, l'homme âgé se leva. Il sortit de la poche intérieure de sa veste de costume sur mesure un document juridique plié et le posa à plat au centre de la table. Au moment où Julien vit la page de garde notariée, tout le sang quitta sa peau. C'était un accord postnuptial irrévocable de transfert d'actions. Il stipulait sans équivoque qu'Arthur Lemaire transférerait 30% de ses droits de vote dans le Maire et Fils Développement directement à sa belle-fille Claire Dubois, avec effet immédiat sur preuve étayée de l'infidélité conjugale de Julien Lemaire. « Julien, dit Arthur, sa voix calme mais portant jusqu'à chaque coin de la grande salle. Combien de temps avais-tu l'intention de cacher cela ? » Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le visage de Camille passa par un kaléidoscope d'émotions. De la chaleur polie au choc rigide, du choc à la pâleur crayeuse, pour finalement se figer dans un mélange de terreur et de rage contenue. Elle fit un pas instinctif en arrière, heurtant sa chaise de salle à manger avec un bruit sourd. L'attention de chaque invité pesait sur nous 3 comme un projecteur d'interrogatoire. Je me tenais droite, ma posture impeccable, mes doigts tenant légèrement le verre de vin. La soie marine de ma robe encadrait un sang-froid aussi frais et poli que de la porcelaine. Arthur se pencha en avant, poussant l'accord plus loin sur la table en acajou. Les sceaux juridiques et la typographie noire et claire étaient indéniables sous la lumière du lustre. J'ai demandé à nos avocats d'entreprise de rédiger ceci le mois où Claire est entrée dans notre famille, dit Arthur. Chaque mot frappant la pièce comme une enclume. J'ai dit à Julien à l'époque, un de mes fils honore ses vœux ou paie le prix pour les avoir brisés. Un homme qui ne peut pas rester fidèle à sa femme ne peut pas se voir confier un empire. Les lèvres de Julien tremblèrent. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi ? Coupa sèchement Arthur. Expliquer ta relation précise avec mademoiselle Mercier ? Ou expliquer ce qui s'est passé dans votre chambre principale mercredi soir dernier pendant que ta femme était hors de la ville ? Les pupilles de Julien se contractèrent d'horreur. Il tourna brusquement la tête vers Camille. Camille détourna le regard, se mordant la lèvre inférieure jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, ses doigts manucurés se tordant en nœuds. Marc Fournier, qui était assis tranquillement à côté d'elle, leva enfin la tête. En tant que directeur du design de Lemaire et Fils, un homme légèrement corpulent d'une 40aine d'années, réputé pour être un béni oui-oui peu affirmé, son visage portait une expression étrange et subtile, ni choc, ni colère, mais un sentiment caché de sombre satisfaction. « Julien, » murmura Marc, son ton doux mais audible à travers la salle à manger silencieuse. « Je pense vraiment que tu devrais être transparent avec ton père. » Julien le foudroya du regard avec un venin pur, mais Marc leva simplement son verre, prit une gorgée mesurée d'eau et détourna les yeux. Éléonore comprit enfin la gravité de la situation. Posant sa serviette, elle regarda fixement entre son fils et Camille avec une incrédulité absolue. « Julien, qu'est-ce que c'est que ça ? Toi et mademoiselle Mercier ? » ?»« Maman, ce n'est rien. » La voix de Julien monta d'un ton défensif. « Camille est la consultante principale en design pour notre projet du centre-ville. Notre relation est purement professionnelle.
Purement professionnel, repris-je enfin. Ma voix était douce, comme une plume flottant sur l'eau, mais elle envoya des ondes de choc à travers la pièce. Je regardai Camille droit dans les yeux. Mademoiselle Mercier vient de m'informer que notre lit à la maison est remarquablement doux. Est-ce que cela fait partie de votre champ de travail professionnel? Un hoquet collectif parcourut la salle de banquet. La révélation explosa dans la pièce comme une allumette jetée dans de l'herbe sèche. Les invités commencèrent à chuchoter derrière leurs mains, jetant des regards dégoûtés vers Julien et Camille. Mon Dieu, dans leur propre maison? Et elle s'en vante devant sa femme à un gala d'anniversaire. Et dire qu'elle se présentait comme une professionnelle d'élite. Les joues de Camille devinrent d'un rouge furieux. Des larmes montèrent à ses grands yeux, la transformant en une image de détresse fragile. Elle se tourna vers Julien, la voix brisée. Julien, s'il te plaît, dis quelque chose. Julien repoussa sa chaise avec un bruit de grattement sec. Pointant un doigt tremblant vers Camille, il cria, « Quelles sont ces bêtises que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai invité chez moi ?» Une larme coula sur la joue de Camille. « Julien, comment peux-tu dire ça? Mercredi soir dernier, tu m'as demandé d'apporter les dossiers de zonage municipal pendant que Claire était à Lyon. Quand je suis arrivée, il y avait une tempête et il était plus de minuit. Tu as insisté sur le fait qu'il était trop dangereux de retourner en ville et tu m'as dit de rester dans la chambre d'amis. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Quand j'ai dit que le lit était doux, je parlais du lit de la chambre d'amis. » Elle livra l'explication rapidement, mêlant une indignation larmoyante à la posture d'une victime incomprise. Quelques invités se sentirent mal à l'aise. Était-il possible que tout cela ne soit qu'un terrible malentendu? Claire avait-elle sauté aux conclusions? Julien se figea, se tournant vers Camille. Camille le regarda avec des yeux suppliants et humides, ses lèvres tremblant comme si elle le suppliait de jouer le jeu. J'observai leur performance avec un amusement froid. J'avais examiné les portfolios architecturaux de Camille auparavant, ils étaient méticuleusement structurés, élégants et calculés au millimètre près. Clairement, son jeu d'actrice était encore plus raffiné que sa conception spatiale. « Mademoiselle Mercier, dis-je, posant gracieusement mes mains sur le dossier de ma chaise. Vous prétendez avoir dormi dans la chambre d'amis mercredi soir dernier. Permettez-moi de vous demander, de quelle couleur sont les draps dans notre chambre d'amis? » Camille hésita, ses yeux fuyants. Ils étaient gris ardoise. Incorrect, déclarai-je calmement. La suite d'invités dans notre maison a toujours été habillée de coton blanc pur. Les draps en lin bleu ardoise appartiennent exclusivement à la chambre principale. Vous avez supposé que la suite principale était la chambre d'amis parce que c'est la première porte en haut du palier. Les larmes théâtrales de Camille se figèrent instantanément. La peau de Julien prit la couleur de la cendre. De plus, continuai-je, ma voix ferme et chirurgicale. Vous prétendez être venu livrer des dossiers de zonage. Quel numéro de parcelle spécifique se trouvait dans ces dossiers? À quelle heure êtes-vous arrivé? Et une fois les dossiers livrés, pourquoi une femme professionnelle célibataire a-t-elle accepté de passer la nuit seule dans la maison d'un dirigeant d'entreprise marié? Pensez-vous sincèrement que quiconque dans cette pièce trouve cela innocent? Les questions tombèrent comme des frappes de précision. Camille se tenait la bouche légèrement ouverte, ressemblant à un poisson échoué sur le sable sec, incapable de construire une seule syllabe cohérente. Julien frappa ses paumes sur la table. Assez, Claire. Ses yeux étaient injectés de sang de panique et de rage. Dois-tu faire une scène humiliante ici? Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de mon père. Tu exposes nos affaires familiales privées aux yeux de tout juste pour me détruire. Le renversement classique. Rejeter la faute sur la personne qui expose la tromperie. En regardant l'homme avec qui j'avais vécu pendant 3 ans, je ressentis un sentiment d'aliénation écrasant. Cet homme défensif et trompeur était-il vraiment la même personne qui s'était tenue sous la pluie devant la mairie, promettant de me protéger de toutes les tempêtes? Julien Lemaire. Je l'ai appelé par son nom complet. Ma voix était dépourvue d'émotion. Je vais te poser une dernière question, et j'attends que tu y répondes devant tes parents et tes pères. La poitrine de Julien se souleva, mais il ne dit rien. As-tu, j'articulai chaque mot, eu une relation physique intime avec Camille Mercier?
Toute la salle de bal retint son souffle. La question planait comme une guillotine. Julien serra les poings. Il jeta un coup d'œil à Camille, qui se tenait la tête baissée et les épaules secouées. Il jeta un coup d'œil à son père, qui le regardait avec le détachement glacial qu'on pourrait réserver à un étranger. Non, s'étrangla Julien, son regard rigide et fixe. Je ne l'ai pas fait. Il mentait. Je le suis instantanément. Pourtant, il me manquait les photographies physiques, les enregistrements de surveillance privée ou les enregistrements numériques qui pourraient prouver définitivement le parjure dans un tribunal immédiat. Je ne possédais qu'une intuition indéniable, et l'intuition seule ne satisfait pas aux exigences strictes de la loi en matière de preuve. Très bien, dis-je tranquillement. Je pris mon verre de vin, vidai le reste du cabernet et me tournai vers Arthur. Inclinant légèrement la tête, je dis, « Papa, je m'excuse profondément. Aujourd'hui est ton anniversaire marquant, et je n'aurais pas dû perturber ta célébration avec ceci. » Arthur tendit la main, sa main burinée et tremblante reposant doucement sur mon épaule. « Claire, mon enfant, ce n'est pas toi qui dois des excuses à cette pièce. » Il tourna son regard vers Julien, ses yeux aussi froids qu'un lac gelé. « Julien, demain matin, j'ordonne à nos avocats de famille d'exécuter le transfert. Avec effet immédiat, 30% de mes droits de vote dans le maire et fils développement appartiennent à Claire. Si tu as des objections, tu peux demander à ton conseiller juridique de contacter le mien. » Le visage de Julien se crispa de désespoir. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Ces actions t'ont été laissées par grand-père. » « Quand ton grand-père me les a transmises, répondit Arthur avec un sang-froid glacial, il m'a dit que cet héritage devait appartenir à quelqu'un d'intègre et de responsable. Regarde-toi, Julien. Possèdes-tu une once de l'un ou de l'autre ? » Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Dans un accès de frustration aveugle, son poing frappa la table, renversant son verre de vin. Le liquide rouge foncé s'infiltra sur le lin blanc comme une mare de sang qui s'étendait. Camille se tenait piégée près de la table, son maquillage strié, l'air complètement déshonoré. Marc Fournier se leva tranquillement, s'approcha d'elle et dit dans un murmure bas, « Partons. Je te ramène. » Camille hésita, puis se tourna et suivit Marc vers les doubles portes. En franchissant le seuil, elle me jeta un dernier regard, un regard chargé de ressentiment, d'humiliation et d'une sombre menace persistante. Je ne la regardai pas. Je regardais Julien, l'homme qui avait autrefois promis de construire un sanctuaire pour nous. 3 ans de dévotion et des milliers de jours partagés s'étaient dissous dans ce spectacle pathétique. Le gala se termina prématurément. Les invités se dispersèrent en petits groupes murmurant, leurs visages masquant l'amusement derrière des expressions de sympathie fines comme du papier. Plusieurs parents éloignés me tapotèrent l'épaule, offrant des platitudes vides comme « Reste forte, ma chère », tandis que d'autres chuchotaient sur la manière imprudente dont la jeune génération gérait les privilèges. Arthur proposa que le chauffeur de la famille me ramène à notre hôtel particulier. Je refusai poliment, lui disant que j'avais besoin d'air frais. La brise de fin octobre portait un frisson automnal alors que je descendais la longue allée du domaine. Les feuilles mortes craquaient sous mes talons, et les lampadaires projetaient mon ombre allongée sur l'asphalte comme un point d'interrogation isolé. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Je le sortis pour trouver un message texte d'un numéro non enregistré. « Claire, c'est Marc Fournier. Avez-vous le temps de parler ? Il y a des questions critiques concernant Camille et Julien que vous devez savoir. Je possède bien plus de documentation que vous ne le pensez. » Je fixai l'écran sous la lueur ambrée du lampadaire. Le vent fouettait des mèches de cheveux sur mon visage. Je ne répondis pas, ni ne supprimai le message. Glissant le téléphone dans la poche de mon manteau, je continuai à marcher dans la nuit calme, mais pas inébranlable. Je ne retournai pas à l'hôtel particulier. Au lieu de cela, je m'enregistrai dans un hôtel-boutique discret près du quartier du design en centre-ville. Lorsque le réceptionniste me demanda combien de temps je comptais rester, je lui dis de réserver la suite pour 7 jours. Après avoir utilisé ma carte de crédit personnelle, je pris l'ascenseur seul. Dans le miroir, mon reflet semblait épuisé mais remarquablement stable. La chambre était modeste. Un lit queen size,
un simple bureau et une fenêtre donnant sur le bourdonnement constant du trafic nocturne sur l'avenue en contrebas. Je posai mon sac et entrai dans la douche. Alors que l'eau fumante cascadait sur ma peau, mon corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Ce n'était pas le froid. C'était le choc retardé de la confrontation. J'avais failli m'effondrer pendant ce dîner, mais j'avais tenu bon. Les larmes étaient la monnaie la plus inutile au monde. Dans une arène comme celle-là, la première personne à pleurer était la première personne à se rendre. En sortant de la salle de bain, je vérifiai mon téléphone. Il y avait 7 appels manqués. 3 de Julien, 2 d'Éléonore, 1 de Brigitte et 1 d'un numéro local inconnu. J'appelai Brigitte en premier. Brigitte Martin avait été ma colocataire à l'école de design. Nous avions survécu ensemble aux nuits blanches, aux jurys de critiques interminables et aux présentations exténuantes aux clients. Elle dirigeait maintenant un studio d'architecture d'intérieur indépendant et très prospère dans le quartier créatif de la ville et m'exhortait depuis 2 ans à quitter le maire et Phil pour m'associer à elle. Au moment où elle décrocha, sa voix explosa dans le récepteur. « Claire, ça va ? Jacques vient de m'envoyer un texto du gala des Lemaire et m'a dit que Julien s'est complètement ridiculisé avec une consultante. C'est vrai ? Qui est-elle ? Je suis prête à y aller tout de suite pour lui régler son compte. » J'éloignai légèrement le téléphone de mon oreille, attendant que sa juste colère s'apaise avant de parler doucement. « Je vais bien, Brigitte. Je suis dans un hôtel en centre-ville. »« Un hôtel ? Pourquoi es-tu dans un hôtel ? » Cet hôtel particulier est ta maison. Si quelqu'un doit dormir à l'hôtel, c'est ce lâche de Julien. Brigitte, dis-je tranquillement. Je ne retournerai jamais dans cette maison. La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. Le ton de Brigitte s'adoucit avec un soin sincère. Claire, raconte-moi tout. Depuis le début. Je racontai toute la séquence des événements sans embellissement, la découverte des messages cachés sur son 2e téléphone, la recherche sur le passé de Camille, les draps bleus ardoises remplacés et son murmure calculé au gala. Je parlais d'un ton égal, comme si je narrais une étude de cas sur quelqu'un d'autre. Quand j'eus fini, Brigitte exhala un long soupir. Julien Lemaire est un monstre privilégié classique. Je sais, dis-je. Quelles sont tes prochaines étapes ? Je demande le divorce, répondis-je, fixant le lustre vintage au plafond. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Bien, déclara Brigitte sans une seconde d'hésitation. Quitte-le et viens diriger le studio avec moi. J'ai désespérément besoin d'une directrice de conception principale. Tes compétences techniques et ta vision créative sont bien supérieures à celles de gens comme Camille Mercier. Elle obtient des contrats par la manipulation et les relations. Tu le quittes et nous construirons notre propre empire. Un léger sourire effleura mes lèvres bien que mes yeux piquent. Merci, Brigitte. Ne me remercie pas, dors un peu. Je passerai à ton hôtel demain matin et bloquerai le numéro de Julien. Ne le laisse pas empoisonner ton esprit. Après avoir raccroché, je regardai les appels manqués de Julien et d'Éléonore, choisissant d'ignorer les 2. Puis le numéro inconnu composa à nouveau. J'appuyai sur « Accepter ». Claire. Une voix tremblante et larmoyante sortit du haut-parleur. Claire, s'il te plaît, peux-tu me rencontrer juste 20 minutes ? J'ai besoin de tout expliquer. Je te jure, Julien et moi n'avons jamais franchi la ligne. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Je restai complètement silencieuse. Claire, je sais que tu me méprises, plaida Camille, sa voix semblant encore plus impuissante qu'au dîner, mais je n'avais pas le choix. Julien soutenait tellement ma carrière, et j'ai été dépassée. Peux-tu s'il te plaît me pardonner ? Je promets que je démissionnerai du projet et que je ne le reverrai plus jamais. Camille, dis-je, ma voix neutre. Oui. Est-ce que tu écoutes ? Si ta conscience est entièrement tranquille, dis-je d'un ton égal, pourquoi as-tu ressenti le besoin de me murmurer à l'oreille que mon propre lit était doux ? Est-ce qu'une professionnelle innocente fait de telles déclarations à la femme d'un homme ? Le silence s'étira sur la ligne. J'avais bu trop de vin à la réception. Je ne réfléchissais pas clairement.
Tu as bu de l'eau pétillante avec du citron vert toute la soirée, l'interrompis-je. Je t'ai observé dès l'instant où tu es entré dans la pièce. Tu n'as pas touché une seule goutte d'alcool. Sa voix se brisa dans sa gorge. Garde ta performance, Camille, dis-je froidement. Je ne vais pas te crier dessus, ni me battre dans la boue avec toi. Ce qui s'est passé entre toi et Julien est votre affaire. Mon mariage avec lui est la mienne. Tu n'es qu'une variable accessoire dans une équation brisée. Je terminai l'appel et ajoutai le numéro à ma liste de blocage. Allongé dans ce lit inconnu, le sommeil restait insaisissable. Un diaporama incessant de souvenirs défilait derrière mes paupières. Julien me tenant la main sous la pluie. Julien ému aux larmes lors de l'échange de nos vœux. Julien me séchant les cheveux après une longue soirée au bureau. Les arrivées tardives de Julien. Les écrans verrouillés de Julien. Et enfin, le mensonge froid et vide dans ses yeux quand il a dit non à la table du dîner. Je fixai le plafond jusqu'à ce que la première lueur grise de l'aube se glisse à travers les rideaux. À 8 heures du matin, Brigitte arriva à ma chambre d'hôtel, portant 2 grands gobelets en carton de café noir et des viennoiseries chaudes. Dès qu'elle vit les cernes sous mes yeux, son visage se tordit de sympathie. « As-tu dormi un peu ?»« Un peu, mentis-je, prenant une gorgée du café chaud. » Brigitte s'assit en face de moi à la petite table à manger, son expression devenant inhabituellement grave. « Claire, j'ai entendu quelque chose d'alarmant ce matin de la part d'un courtier commercial avec qui je travaille. » Je levai les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Brigitte baissa la voix. Le bruit court dans le milieu du design que Camille Mercier est enceinte. Ma main tressaillit, éclaboussant une goutte de café chaud sur mes jointures. La chaleur mordit ma peau, la rendant rouge. D'environ 8 semaines, apparemment, continua Brigitte, observant ma réaction attentivement. Est-ce que Julien le sait ? Je ne sais pas, murmurai-je, calculant le calendrier dans ma tête. Il y a 8 semaines, cela coïncidait précisément avec le début des fréquentes urgences nocturnes de Julien. Je me souvins qu'il était rentré tard un soir avec une légère tache de cramoisi sur le col de sa chemise, prétendant qu'un collègue l'avait accidentellement heurté lors d'un lancement de projet chaotique. J'avais choisi de lui faire confiance à l'époque. Maintenant, chaque pièce manquante du puzzle s'emboîtait. « Claire, demanda doucement Brigitte, est-ce que ça va aller ?» Je posai la tasse de café, pris une serviette en papier et tamponnai soigneusement la tache sur ma main. Brigitte, dis-je avec une clarté absolue. J'ai besoin que tu me recommandes un avocat spécialisé en divorce. Brigitte hocha fermement la tête. J'ai la personne parfaite, Geneviève Reynaud. Elle est spécialisée dans les litiges matrimoniaux à haute valeur nette et le contentieux des entreprises. Ce n'est pas un requin dont j'ai besoin, répondis-je, regardant par la fenêtre la lumière du soleil se refléter sur les gratte-ciel de verre. J'ai seulement besoin de quelqu'un qui exige une responsabilité absolue. 1 heure plus tard, mon deuxième téléphone sonna. C'était Julien qui appelait de sa ligne de bureau privé. Je répondis. Sa voix semblait rauque et éraillée. « Où es-tu ? Nous devons parler. » « Parler de quoi, Julien ? » « De nous. Hier soir était un désastre, mais c'était un énorme malentendu. Camille est émotionnellement instable et trop dépendante de moi en tant que son mentor. Il ne s'est jamais rien passé de physique entre nous. S'il te plaît, rentre à la maison. Asseyons-nous et réglons ça comme des adultes. Je fermai les yeux. Voici mon mari qui tentait de faire passer une grossesse de 8 semaines pour un malentendu professionnel. Julien, dis-je calmement. Camille est enceinte de 8 semaines. Un bruit sec résonna sur la ligne comme s'il avait laissé tomber son téléphone sur le bureau. Puis suivit un silence angoissant et suffocant. Dans ce vide silencieux, j'entendis le rythme régulier de mon propre pouls. La dernière braise de chagrin et d'attachement s'éteignit complètement. Mon avocate te contactera cet après-midi, dis-je, et je raccrochai. Geneviève Reynaud arriva à ma suite d'hôtel 30 minutes avant notre consultation prévue. C'était une femme élégante, impeccablement vêtue, dans la fin de la trentaine, arborant un tailleur pantalon gris anthracite, un maquillage minimaliste et portant une mallette en cuir structurée. Elle dégageait une aura de précision chirurgicale.
Madame le maire, dit Geneviève, offrant une poignée de main ferme. Brigitte m'a exposé les grandes lignes, mais j'ai besoin que vous me présentiez chaque fait vérifiable. Tout ce que vous divulguez est protégé par le secret professionnel. Je m'assis en face d'elle et exposai chaque détail. Les fils de discussion, le passé de Camille, le changement de drap, la confrontation publique au gala d'anniversaire et le calendrier confirmé de la grossesse. Geneviève écouta attentivement, prenant des notes détaillées en sténographie dans un classeur en cuir noir tout en interjetant occasionnellement des questions juridiques précises. Avez-vous des sauvegardes numériques des échanges de textes archivés sur 2 clouds sécurisés distincts? Oui, répondis-je. Les draps de la chambre principale ont-ils été conservés pour des tests médico-légaux? Non. La femme de ménage les a lavés le lendemain matin. Y a-t-il des témoins indépendants prêts à témoigner sous serment? Je fis une pause, me rappelant le message de la veille. Marc Fournier, dis-je. Il est le directeur exécutif du design chez Le Maire et Fils. Il a assisté au gala avec Camille et m'a contacté hier soir en prétendant détenir une documentation complète sur leurs agissements. Les yeux de Geneviève s'aiguisèrent. Avez-vous répondu à son message? Pas encore. Bien, dit Geneviève, hochant la tête avec approbation. Marc Fournier est un atout essentiel. S'il est prêt à fournir des enregistrements contemporains ou à témoigner, votre levier augmente de manière exponentielle. Mais souvenez-vous, lorsqu'un initié d'une entreprise vous contacte sans y être invité en prétendant tout savoir, il a toujours un motif sous-jacent. Notre objectif est de déterminer ce qu'il veut. Elle ouvrit un dossier et tapa sur une clause surlignée. Maintenant, parlons de l'accord postnuptial rédigé par votre beau-père. Le transfert de 30% des droits de vote de Le Maire et Fils Développement est juridiquement contraignant en vertu du droit des contrats de l'État. À condition que nous puissions prouver une violation claire de l'alliance de fidélité conjugale. Quelle norme de preuve est requise? Des preuves objectives, expliqua Geneviève. Des factures d'hôtel, des registres financiers, de la vidéosurveillance, des communications électroniques corroborées ou des aveux directs. Une grossesse est une preuve de premier ordre, mais établir la paternité nécessite un test génétique. À moins que Camille ne consente à des tests prénatals, ce qui comporte des risques médicaux et est rarement ordonné par le tribunal sans son accord, nous devrions attendre la naissance. Je n'attendrai pas 7 mois, dis-je. Compris, répondit doucement Geneviève. Ce qui signifie que nous construisons notre dossier à travers les archives de l'entreprise, les pistes numériques et les témoignages directs. Je regardais les documents. Geneviève, et si je choisissais de renoncer au transfert des 30% des actions? Geneviève leva les yeux, étudiant mon visage avec une réelle curiosité. Le Maire et Fils appartient à Arthur Le Maire, expliquai-je d'un ton égal. Je n'ai pas épousé Julien pour les avoirs commerciaux de sa famille. Ce que j'exige, c'est la reconnaissance publique et formelle de ces actes par Julien et une séparation complète et sans tache. Le regard analytique de Geneviève s'adoucit en un profond respect. En 10 ans de droit de la famille, j'ai vu des clients utiliser des actifs d'entreprise par dépit et d'autres s'effondrer dans un désespoir total. Vous possédez une clarté rare et redoutable, Claire. C'est simplement de l'autopréservation, répondis-je avec un sourire ironique. Gardez cette clarté, conseilla Geneviève, rangeant ses notes dans sa mallette. Je vais commencer à cataloguer les demandes de communication de pièces. En attendant, cessez toute communication directe avec Julien. Toute correspondance doit passer par mon cabinet. Alors que Geneviève atteignait la porte, elle s'arrêta et se retourna. Une dernière question. Votre beau-père, Arthur Le Maire, est-il entièrement aligné sur votre position juridique? Je me souvins de l'autorité solennelle et inébranlable avec laquelle Arthur avait placé l'accord postnuptial sur la table du banquet. Oui, dis-je. Il l'est. Excellent, remarqua Geneviève. Avoir le fondateur de l'entreprise de votre côté transforme cela d'un divorce désordonné en une restructuration ordonnée. À 16 heures, ma belle-mère appela. J'hésitai avant de répondre. Allô, Éléonore? Claire, ma chérie. La voix d'Éléonore semblait vieillie, tremblante d'une hésitation fragile. Comment tiens-tu le coup?
Je gère, Éléonore. Éléonore laissa échapper un soupir tremblant. Je sais que Julien t'a terriblement manqué de respect. Je n'ai pas appelé pour te demander de lui pardonner ou de rester. J'ai appelé pour te dire que quoi qu'il arrive entre toi et mon fils, tu seras toujours une fille pour moi. Ma gorge se serra, une vague de chaleur traversant mon engourdissement. Merci, Éléonore. Cela signifie beaucoup. Cela me brise le cœur, pleura doucement Éléonore. J'ai échoué à l'élever avec les bonnes valeurs. Je suis tellement désolée, Claire. Julien est un homme adulte qui fait ses propres choix, dis-je gentiment. Vous n'êtes pas responsable de son manque d'intégrité. Après s'être ressaisie, Éléonore baissa la voix. Claire, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Tard hier soir, après le départ des invités, Arthur a ordonné à Julien de se rendre à la bibliothèque. Les cris ont duré plus d'1 heure. À travers la porte, j'ai entendu Arthur exiger furieusement de savoir pourquoi Julien avait compromis son mariage et la gouvernance financière de l'entreprise pour un contrat de développement municipal spécifique lié à Camille Mercier. Mon attention se focalisa brusquement. Quel contrat ? Le pavillon commercial du centre-ville, murmura Éléonore. Arthur a dit à Julien qu'il avait jeté toute sa vie pour un projet de consultation gonflé. Julien est resté complètement silencieux avant qu'Arthur ne le mette à la porte. Mes doigts se resserrèrent sur le récepteur. Si la relation de Julien avec Camille était liée à une passation de marché frauduleuse et à des transferts financiers non autorisés, ce n'était plus simplement un litige domestique. C'était un détournement de fonds criminels. Éléonore, demandai-je prudemment. Pourriez-vous garder un œil sur tout document d'entreprise inhabituel que Julien pourrait essayer de retirer de la maison ? Je le ferai, acquiesça Éléonore sans hésiter. Prends soin de toi, Claire. Quelques instants après avoir terminé l'appel, une notification de texte de Marc Fournier s'afficha. Claire, l'enfant de Camille n'est pas de Julien. Mon souffle se coupa dans ma poitrine. Je composai immédiatement son numéro. Il sonna 6 fois avant que Marc ne réponde. Marc, exigeai-je, explique ce texto. Un petit rire sans joie retentit sur la ligne. Cela signifie que votre levier sur Julien est bien plus grand que vous ne le pensez. Arrête de parler par énigme. Retrouvez-moi demain après-midi à 15h au café Eagline dans l'ancien quartier des Entrepôts, dit doucement Marc. Venez seul et assurez-vous que personne du cabinet ne vous suive. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Parce que vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, dit Marc avec une sobriété glaçante. J'ai passé 8 ans en tant que cadre chez le maire et fils. Claire, il est temps que la vérité éclate. Le café Eagline était niché dans une ruelle pavée tranquille du quartier industriel historique. Le café présentait des poutres apparentes rustiques, des fauteuils en cuir et un éclairage suspendu ambré. À 15h un jour de semaine, l'endroit était pratiquement vide. Marc était déjà assis dans une banquette d'angle, un café américain intact devant lui. Il portait un lourd pull en laine et semblait remarquablement fatigué. « Asseyez-vous, offrit-il, désignant la banquette en face de lui. « Puis-je vous offrir quelque chose ?» Allons droit au but, dis-je, m'asseyant sans toucher le menu. « Que signifiait votre message ?» Marc prit une gorgée de son café. « Laissez-moi d'abord vous poser une question de base. Quelle est votre évaluation objective de Julien en tant que dirigeant d'entreprise ? » Je me suis rarement ingéré dans les opérations de direction, répondis-je prudemment. Sous son mandat de vice-président, les revenus bruts ont augmenté de manière constante. Les revenus, oui, contra Marc. Les marges d'exploitation brutes, cependant, se sont effondrées. Savez-vous pourquoi ? Je secouai la tête. L'inflation des coûts, dit Marc, trempant son doigt dans l'eau et dessinant un cercle sur la table en bois. Le développement polyvalent du centre-ville était budgété à 200 millions d'euros. Les dépenses réelles ont déjà dépassé 230 millions. Plus de 8 millions de cet écart ont été acheminés vers une seule société de conseil, le studio Lumina, dirigé par Camille Mercier. Les tarifs de consultation de Lumina étaient majorés de 40% par rapport aux moyennes du marché, poursuivit Marc. Julien a contourné l'examen standard des achats et a personnellement autorisé le contrat. Sur le papier,
cela était justifié par les références architecturales européennes spécialisées de Camille. En réalité, c'était de l'extraction de capital pure et simple. Avez-vous des preuves documentaires, demandai-je. Marc sortit une élégante clé USB argentée de sa poche et la fit glisser sur la table. Ceci contient des écritures de sous-registres détaillés, des accords annexes et des réunions de projets enregistrés. Cela établit sans aucun doute que Julien a canalisé le capital de Lemaire et Fils directement dans des comptes contrôlés par Camille Mercier. Je regardai la clé en métal. Pourquoi me donnez-vous cela, Marc? Vous êtes le directeur du design depuis 8 ans. Marc offrit un sourire amer et autodérisoire. Je ne fais pas cela par noble altruisme, Claire. Je le fais pour atténuer ma propre exposition criminelle. Il se pencha en arrière, sa voix baissant. J'ai été nommé directeur parce que j'étais docile. Je n'ai pas protesté lorsque Julien a fait passer des contrats douteux par l'examen municipal il y a 2 ans, lorsqu'une modification structurelle non vérifiée a causé de graves fissures dans les fondations d'un projet de banlieue. Julien a blâmé la supervision du département. Lemaire et Fils a payé 2 millions pour régler l'affaire à l'amiable et Julien m'a forcé à prendre le blâme en interne devant le conseil d'administration. Mon bonus annuel a été annulé et ma réputation professionnelle a été traînée dans la boue. Je suis fatigué d'être son bouc émissaire d'entreprise, dit Marc avec une sombre conviction. Julien n'a aucune loyauté, ni envers sa femme, et certainement pas envers ses collègues. Cette clé est votre levier. Utilisez-la comme bon vous semble. Je ramassai la clé USB. Son boîtier métallique était comme un glaçon contre ma paume. Une dernière question, Marc. Qui est le père biologique de l'enfant de Camille? L'expression de Marc se crispa en un profond conflit. Après plusieurs secondes angoissantes, il se pencha sur la table et murmura un seul nom. Mes yeux s'écarquillèrent de stupeur absolue. En êtes-vous certain? Elle me l'a avoué dans ma voiture il y a 3 semaines, murmura Marc. Elle pensait parler en confiance. Elle a admis clairement que l'enfant n'a jamais été de Julien. Assez, murmurai-je, levant une main pour l'arrêter. Je plaçai la clé en sécurité dans mon sac à main et me levai. Merci, Marc. Marc se leva également, tendant une main. Considérez cela comme le règlement d'une vieille dette. Il y a 2 ans, lors du séminaire annuel de l'entreprise, quand j'ai trop bu et que je me suis effondré près du hall, vous avez été la seule personne à m'apporter de l'eau et à vous assurer que le personnel de l'hôtel s'occupait de moi. Vous avez été la seule personne dans toute cette entreprise à me traiter comme un être humain. Je le regardai, lui serrant fermement la main. J'espère que nous trouverons tous les deux notre voie. Nous le ferons, dit Marc en quittant le café. Le ciel était devenu d'un gris ardoise menaçant. Alors que je me tenais au coin de la rue, mon téléphone vibra avec une alerte de Geneviève. Claire. Nous avons effectué une vérification des actifs sur Camille Mercier. Il y a 3 mois, elle a acheté un Penthouse de luxe avec vue sur la Seine pour 12 millions d'euros en espèces. Ses revenus de consultation déclarés ne pourraient jamais soutenir cet achat. Les fonds de clôture provenaient d'un compte séquestre lié à une société holding commerciale. Nous recherchons actuellement le bénéficiaire effectif ultime. 12 millions d'euros. Il y a exactement 3 mois, Julien avait finalisé le principal contrat municipal pour le centre commercial du centre-ville. Un contrat d'une valeur de 120 millions d'euros. La transaction représentait une commission occulte de 10% exactement. Les premières gouttes froides d'une tempête d'automne frappèrent mon front. Je rangeai mon téléphone, levant les yeux vers le ciel couvert. Ma mère m'avait toujours prévenu de garder mon indépendance et de protéger mon intégrité. Aujourd'hui, je comprenais que je devais défendre non seulement mes biens, mais mon âme même. Le jeudi matin, Geneviève arriva à ma suite accompagnée de sa collaboratrice junior, Thérèse Daniel, qui portait une pile de classeurs financiers. Geneviève alluma son ordinateur portable, projetant un organigramme complet des flux de fonds. Des lignes de tendance rouges et bleues sillonnaient l'écran. Les dossiers numériques de Marc Fournier sont authentiques, rapporta vivement Geneviève.
Le maire et fils a versé environ 8 millions d'euros en honoraires de conception gonflés directement au studio Lumina, mais les 4 millions restants utilisés pour acheter le Penthouse de 12 millions de Camille ont suivi un chemin plus tortueux. Thérèse me tendit une série de documents d'enregistrement de société. Les 4 millions ont transité par une entité nommée Groupe d'approvisionnement Bernard, ostensiblement comme un dépôt pour des matériaux de construction en vrac. Le seul gérant du groupe d'approvisionnement Bernard est Didier Bernard. Didier Bernard était le camarade de fraternité et de promotion de Julien, noté je, parcourant les signatures. Ils se sont associés sur des syndications immobilières privées pendant des années. Précisément, dit Geneviève. Julien, Camille Mercier et Didier Bernard ont formé un triangle fermé. Le maire et fils surpaient pour les matériaux et la conception. Le groupe Bernard siphonne le surplus et les fonds blanchis sont convertis en immobilier de luxe au nom de Camille. Est-ce suffisant pour une mise en examen criminelle, demandai-je. C'est un cas en béton de vol qualifié, de corruption commerciale et de fraude électronique, déclara gravement Geneviève. Si le procureur de la République ou les procureurs fédéraux s'en saisissent, Julien risque une peine minimale de plus de 10 ans dans une prison fédérale. Mon pouls s'accéléra. Je méprisais la tromperie de Julien, son arrogance et sa trahison de notre mariage. Pourtant, la réalité d'envoyer l'homme que j'avais autrefois aimé en prison me semblait lourde et dévastatrice. Claire, dit doucement Geneviève, observant ma réaction. Le choix de la manière d'utiliser cela vous appartient entièrement. Vous avez le droit légal de l'utiliser uniquement dans le cadre de négociations de divorce privé pour obtenir un règlement net et partir. Vous n'êtes pas obligé de soumettre cela aux forces de l'ordre. Elle fit une pause, puis ajouta. Cependant, réfléchissez bien à ceci. Julien le maire n'est pas un homme qui se repent lorsqu'on l'épargne. S'il ne fait face à aucune conséquence juridique, il continuera à exploiter et à détruire tout le monde dans son orbite. Ces mots résonnèrent profondément en moi. Laissez-moi examiner mes options, dis-je tranquillement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit Geneviève, me tendant une autre enveloppe scellée. Thérèse a également obtenu une copie du résumé de la consultation clinique récente de Camille Mercier par le biais des voies publiques. Regardez la dernière page. J'ouvris le dossier. La note médicale en bas indiquait « grossesse intra-utérine. Gestation d'environ 8 semaines. Patiente conseillée d'éviter l'effort physique. 8 semaines. Le calendrier exact de la tromperie calculée de Julien. Un tribunal peut-il ordonner des tests génétiques prénatals, demandai-je. Geneviève secoua la tête. Passant le consentement de la mère, étant donné la nature invasive de la procédure. Pour établir la paternité avant la naissance, nous aurions besoin d'un aveu volontaire du père biologique. Je pensais au nom que Marc avait révélé dans le café, une carte que je gardais entièrement pour moi jusqu'au moment décisif. Geneviève, dis-je, j'ai besoin que vous fassiez une vérification approfondie des antécédents de Didier Bernard et de ses contrats d'approvisionnement historiques. Geneviève sourit avec une admiration professionnelle. Si vous décidez un jour de quitter la conception architecturale, Claire, mon cabinet de contentieux vous embaucherait comme enquêtrice principale en un instant. Je préfère toujours construire des maisons, répondis-je avec un léger sourire. Après le départ de Geneviève, mon application bancaire m'envoya une notification. Mon solde de compte courant privé avait augmenté de 5 millions d'euros par virement bancaire. L'expéditeur était Arthur Lemaire. Le mémo d'accompagnement ne contenait que 4 mots. N'aie pas peur, papa. Fixant l'écran, les larmes finirent par couler sur mes cils. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais de profonde gratitude. Dans un monde où mon mari m'avait rejeté, son père se tenait fermement à mes côtés, non pas parce que j'avais un moyen de pression, mais parce qu'il me considérait comme sa famille. J'essuyai mes joues, ouvris mes contacts et composai le numéro de maître Henri Reynaud, l'associé principal de Geneviève, spécialisé dans la défense pénale des entreprises et les enquêtes internes. Maître Reynaud, dis-je avec une autorité absolue, je vous appelle au sujet d'un stratagème de détournement de fonds d'entreprise dépassant les 12 millions d'euros. La documentation probante est complète à plus de 60%. J'ai besoin de connaître la procédure formelle pour déposer un rapport d'enquête auprès de la division des crimes financiers de l'État.
Julien me localisa finalement le vendredi après-midi au studio d'architecture de Brigitte dans le quartier des Arts Créatifs. Le studio occupait un étage entier d'un loft industriel reconverti, avec des fenêtres abattant du sol au plafond, des colonnes en cèdre apparentes et de vastes tables à dessin couvertes de plans d'élévation. Brigitte était en conférence téléphonique près de la réception lorsque Julien poussa les portes en verre. En le voyant, l'expression de Brigitte devint instantanément hostile, mais je croisai son regard et hochai doucement la tête. « Donne-nous 10 minutes, Brigitte. » Brigitte hésita avant de se retirer dans la salle de conférence avec son assistante. Julien semblait complètement transformé par rapport au dirigeant impeccable de la semaine dernière. Son costume sur mesure était froissé, son col déboutonné, sa mâchoire couverte d'une barbe drue et ses yeux creux et injectés de sang. Il ressemblait à une coquille vide s'effondrant de l'intérieur. « Claire, relatait-il, la voix tremblante. Nous devons parler. » Je restai assise près de la fenêtre, les bras croisés, le regardant avec une immobilité absolue. « Tu as l'air épuisé, murmura-t-il, faisant un pas incertain en avant. « Dis ce que tu es venu dire, Julien. » Julien passa une main dans ses cheveux en désordre. « Claire, je sais que j'ai commis des erreurs impardonnables. La situation avec Camille, c'était un terrible manque de jugement. Elle était émotionnellement exigeante et je me suis laissé prendre au jeu du mentor bienveillant. Mais tu dois me croire. Rien de physique ne s'est jamais produit entre nous. Combien de temps as-tu l'intention de maintenir ce mensonge, demandai-je, ma voix basse et tranchante. Camille est enceinte de 8 semaines. Es-tu en train de me dire que cet enfant est une conception immaculée? Julien trébucha physiquement, se rattrapant à une table à dessin. Comment sais-tu ça? J'en sais bien plus que tu ne peux l'imaginer, répondis-je, me levant pour lui faire face. Je suis au courant des honoraires de conception gonflés payés au studio Lumina. Je suis au courant du dépôt fantôme de 4 millions d'euros acheminé par l'entreprise d'approvisionnement de Didier Bernard. Et je suis au courant du pantouse de luxe de 12 millions d'euros acheté au nom de Camille il y a 3 mois. Dois-je continuer? Le visage de Julien devint blanc comme du papier, ses doigts s'enfonçant dans le bord de la table en bois jusqu'à ce que ses jointures craquent. Claire, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que c'est, exigeai-je, m'avançant dans le flot de lumière de l'après-midi. Explique-le-moi, Julien. La bouche de Julien bougea sans mots, piégé dans la toile inéluctable de sa propre corruption. Tu ne peux pas répondre, dis-je calmement, parce que chaque vérité que tu dis expose un autre crime. Je sortis ma tablette et présentai le projet numérique de notre accord de séparation. Les termes étaient sans équivoque. Je renonçais à toutes les revendications sur le patrimoine familial Lemaire, à la pension alimentaire personnelle et laissais les 2 propriétés conjugales à son nom. En retour, Julien devait signer la dissolution immédiate du mariage et exécuter une déclaration sous serment reconnaissant la pleine infidélité conjugale et le détournement de fonds de l'entreprise. Signe ça, dis-je, et les dossiers d'audit judiciaire sur cette clé ne seront pas soumis au procureur. Julien fixa l'écran, la poitrine haletante. Tu me fais du chantage. Non, répondis-je doucement. Ceci est une négociation d'entreprise. Tu m'as appris que tout a un prix de transaction. Les yeux de Julien brillèrent d'un défi désespéré. Et si je refuse de signer? Je repris la tablette et offris un sourire calme et inflexible qui le fit frissonner. Alors prépare-toi aux conséquences, Julien. Julien refusa de signer. Il repoussa la tablette et sortit du bâtiment en trombe. Je regardais sa berline s'éloigner à toute vitesse dans la rue, ne ressentant ni colère ni défaite, seulement la certitude tranquille que le règlement de compte final avait simplement été déplacé sur une scène publique. Quand je retournai à mon hôtel ce soir-là, la réception me remit une enveloppe Kraft laissée par un coursier anonyme. À l'intérieur se trouvait une série de photographies de surveillance représentant Julien et Camille dînant dans un restaurant isolé, se disputant dans un parking souterrain, et Camille seule devant une clinique obstétricale. Au dos de la dernière épreuve, écrit à l'encre noire, se trouvait une note, commandée par Didier Bernard. Mon téléphone sonna d'un numéro masqué. Claire. Une voix rauque avec un accent provincial résonna dans le haut-parleur.
Ici Didier Bernard. Julien m'a demandé de vous transmettre un message. Parlez, dis-je. Julien dit que si vous remettez ces dossiers financiers aux forces de l'ordre, il s'assurera que l'incident de sécurité passé de votre père soit divulgué à toutes les publications professionnelles de l'État. Un frisson me saisit la poitrine. Il y a 5 ans, mon père, David Dubois, un ingénieur civil structurel chevronné, avait été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison à la suite de l'effondrement catastrophique d'un échafaudage sur un grand chantier commercial. La tragédie avait dévasté notre famille. Mon père avait clamé son innocence, affirmant que de l'acier de construction de qualité inférieure avait été livré par un fournisseur véreux, mais les registres d'inspection critique avaient disparu et son appel avait été rejeté. Depuis sa libération, il vivait une retraite tranquille et brisée. Mon père a purgé sa peine, dis-je, gardant ma voix impeccablement stable. Julien menace un homme innocent. Julien a une copie du rapport d'enquête interne confidentiel, dit Didier Bernard avec une indifférence froide. Si vous allez voir le procureur, ce rapport sera communiqué à la presse, détruisant le peu de réputation qu'il reste à votre père. Je fis une pause de 3 secondes délibérée, reliant les points cachés avec une clarté soudaine. Ce rapport d'enquête n'appartient pas à Julien, Didier. Il vous appartient, n'est-ce pas? Un lourd silence plana sur la ligne. Puis Didier laissa échapper un rire grave et rauque. Vous êtes nettement plus maligne que Julien, Claire. Ce projet, il y a 5 ans, l'acier de construction défectueux a été fourni par Matériaux Bernard. Votre père a découvert la non-conformité et a rejeté la livraison, mais le promoteur était en retard et a forcé l'installation. Lorsque la défaillance s'est produite, votre père a porté le chapeau parce qu'il a refusé de jouer le jeu. Le rapport d'inspection dans mon coffre-fort prouve que les matériaux étaient défectueux avant la livraison, continua Didier. Si votre père avait eu ce document, il aurait pu faire annuler sa condamnation en appel. Pourquoi l'avez-vous retenu, exigeai-je, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Parce que votre père était trop rigide pour faire des affaires avec, déclara platement Didier. Julien, en revanche, comprend le bénéfice mutuel. Maintenant, voici l'accord. Supprimez tous les fichiers concernant le groupe d'approvisionnement Bernard. Procédez à votre divorce par consentement mutuel et nous nous tenons à l'écart l'un de l'autre. Sinon, le nom de votre père sera de nouveau traîné dans la boue. Et si je refuse? Alors attendez-vous au gros titre, dit Didier avant de mettre fin à l'appel. Je restais figé dans la chambre d'hôtel, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre comme des braises lointaines. J'avais cru détenir toutes les cartes, pour me rendre compte que le jeu était bien plus vaste et plus sombre que je ne l'avais jamais imaginé. Je restais assise éveillée près de la fenêtre jusqu'au lever du soleil. À 7 heures du matin, j'appelai ma mère. Claire. La voix de ma mère semblait endormie et inquiète. Pourquoi appelles-tu si tôt, ma chérie? Tout va bien? J'avalai la boule dans ma gorge. Maman, tu me manquais, c'est tout. Claire, dit ma mère, son ton s'aiguisant instantanément. Est-ce que Julien et toi vous êtes disputés? Non, maman. Je voulais juste entendre ta voix. Ma mère soupira doucement. Ton père parle de toi tous les jours. Il passe ses matinées à faire du bénévolat au centre communautaire, à aider les personnes âgées avec l'entretien. Mais chaque soir, il s'assoit dans ton ancienne chambre. Il porte encore le poids du passé. Claire, comment va sa santé? Sa tension est un peu élevée, mais il gère, répondit doucement ma mère. Claire, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il? Je pris une profonde inspiration. Maman, je divorce de Julien. Le silence s'installa sur la ligne, un silence calme et sans surprise, comme si elle avait anticipé ce jour depuis des années. Bien, dit simplement ma mère. Tu ne vas pas me demander pourquoi? Je sais, ma fille, répondit ma mère avec une chaleur féroce. Tu ne quittes pas tes engagements à la légère. Si tu y mets fin, c'est que le mariage était déjà mort. Des larmes coulèrent sur mon visage. Claire, dit doucement ma mère. Il y a quelque chose à propos de l'affaire de ton père il y a 5 ans que nous ne t'avons jamais dit. Je retins mon souffle.
Avant que ton père ne se présente en prison, révéla ma mère, il a confié un double complet des registres d'inspection originaux de l'acier à Arthur Lemaire. Arthur était son ami le plus proche dans l'industrie. Arthur a promis de sauvegarder ces dossiers jusqu'à ce que le paysage juridique soit suffisamment sûr pour déposer une requête formelle en réhabilitation. La pièce sembla tourner. Arthur Lemaire avait détenu les preuves de l'innocence tout ce temps. Maman, c'est vrai? Oui, confirma ma mère. Arthur a aidé à payer la défense de ton père et s'est assuré que tu obtiennes un stage dans son entreprise. Il l'a fait par profonde loyauté envers ton père. Il a gardé le secret pour te protéger des représailles de l'entreprise. Tout prenait sens maintenant. Le soutien indéfectible d'Arthur, la donation postnuptiale de 30%, sa défense instantanée de moi au gala d'anniversaire, tout cela était enraciné dans un lien d'honneur de toute une vie entre deux hommes de principe. Et Geneviève Reynaud, demandai-je soudainement. Est-ce qu'Arthur a arrangé que Brigitte me la présente? Demande à Brigitte, répondit doucement ma mère. Je raccrochai et appelai immédiatement Brigitte. Brigitte, dis-moi la vérité. Est-ce qu'Arthur Lemaire a engagé Geneviève Reynaud? Brigitte fit une pause avant de répondre doucement. Claire. Geneviève a été engagée par Arthur il y a 6 mois pour mener un audit judiciaire secret sur Camille Mercier. Arthur a découvert l'affaire de Julien des mois avant toi. Il a systématiquement rassemblé les preuves pour s'assurer que tu puisses partir complètement protégé. Je m'appuyai contre le mur, glissant lentement jusqu'au sol. Toute l'offensive juridique avait été orchestrée par Arthur Lemaire pour défendre la fille de son plus vieil ami. Au crépuscule, on frappa à la porte. J'ouvris pour trouver Arthur Lemaire debout dans le couloir, s'appuyant sur sa canne en acajou, ses yeux portant la chaleur tranquille d'un père protecteur. « Claire, dit-il doucement. Puis-je entrer ?» J'ouvris la porte en grand, des larmes coulant sur mon visage. Arthur entra, me tapotant doucement l'épaule. « Ne pleure pas, mon enfant. Je suis là. » Nous nous assîmes près de la fenêtre alors que le ciel du soir s'illuminait. Arthur enleva ses lunettes de lecture, les polissant avec un mouchoir en lin. « Ton père, David, est l'ingénieur le plus honorable que j'ai jamais connu, dit Arthur, sa voix profonde de souvenir. Il y a 20 ans, lorsque notre premier projet de gratte-ciel a subi un grave affaissement de sol, David a travaillé sur le site pendant 48 heures consécutives pour renforcer les pilotis. Il a sauvé mon entreprise. Quand son procès a eu lieu il y a 5 ans, j'étais en Suisse en convalescence d'une chirurgie cardiaque. Au moment de mon retour, la condamnation avait été prononcée. Mon plus grand regret dans la vie est de ne pas avoir pu empêcher cette injustice. Alors, quand j'ai découvert la corruption de Julien et son affaire avec Camille, continua Arthur, sa voix lourde de chagrin, ma priorité était de m'assurer que tu ne serais jamais victime de la décadence morale de mon fils. J'ai élevé Julien avec tous les avantages matériels, mais j'ai échoué à lui inculquer l'honneur de base. Papa, dis-je doucement. Ce n'est pas ta faute. C'est ma responsabilité, répondit fermement Arthur. Julien doit faire face à toutes les conséquences de ses actes. Il sortit de son manteau une transcription imprimée. Ceci est un fil de messages intercepté entre Julien et Camille le matin du gala de mon anniversaire. Je regardai le papier. Camille, est-il approprié que j'assiste à la célébration d'anniversaire de Monsieur le maire? Julien, viens. Mon père a besoin de te voir. Si Claire fait une scène, cela me fournira le prétexte public parfait pour demander le divorce. Mes doigts froissèrent le papier en une boule serrée. Julien avait délibérément orchestré la confrontation au gala pour me faire passer pour instable. Que souhaites-tu faire maintenant, Claire? Demanda Arthur. Je veux rencontrer Geneviève, déclarai-je avec une détermination absolue. Nous soumettrons l'audit complet de l'entreprise au bureau du procureur de la République, et nous récupérerons les registres d'inspection de Didier Bernard pour innocenter complètement mon père. Comment comptes-tu obtenir les dossiers de Bernard, s'enquit Arthur. Grâce à Marc Fournier, répondis-je. Parce que Marc a un intérêt personnel dans cette affaire que personne d'autre ne connaît. Le père biologique de l'enfant à naître de Camille Mercier est Marc Fournier. La main d'Arthur serra sa canne avec une force soudaine, ses yeux s'écarquillant de stupeur absolue. Le lendemain matin,
je rencontrai Marc dans un salon de thé calme et isolé du quartier ouest historique. Marc arriva coiffé d'une casquette de baseball tirée bas sur son front, l'air anxieux et sur la défensive. Je m'assis en face de lui et posai ma tasse de thé sur la soucoupe. Marc, passons les politesses. Vous êtes le père biologique du bébé de Camille. La main de Marc sursauta violemment, renversant du thé sur la table. Il me fixa comme un animal acculé. Qui vous a dit ça? Peu importe qui me l'a dit, dis-je calmement. Ce qui importe, c'est que Julien croit que l'enfant est de lui. Didier Bernard utilise la situation pour blanchir des capitaux et vous êtes piégé au milieu d'une enquête massive pour fraude fédérale. Marc baissa la tête, ses épaules tremblant alors qu'il enfouissait son visage dans ses mains. Camille et moi avons eu une brève liaison alors que nous travaillions sur une exposition à l'étranger à Milan il y a des années, avoua Marc dans un murmure brisé. Quand elle a rejoint le studio Lumina, nous avons de nouveau franchi la ligne. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai paniqué et je l'ai exhortée à avorter. Au lieu de cela, elle a utilisé la grossesse pour manipuler Julien, qui était désespéré d'avoir un héritier et complètement entiché d'elle. Julien a payé la caution de son pantouse de 12 millions d'euros, croyant sécuriser sa future famille, continua Marc. Camille nous a tous joués pour un gain financier. Écoutez-moi attentivement, Marc, dis-je en me penchant en avant. Vous avez une seule voie vers la rédemption. Allez voir Arthur Lemaire aujourd'hui. Divulguez la piste financière complète entre Julien et Didier Bernard. Reconnaissez votre paternité sous scellé juridique. Lorsque le procureur de la République déposera des accusations formelles, votre coopération vous accordera l'immunité. Marc leva les yeux, des larmes aux yeux. Et qu'arrivera-t-il à l'enfant? Un enfant est innocent des péchés de ses parents, dis-je doucement. Vous remplirez vos devoirs de père légalement, sans tromperie d'entreprise. Marc prit une profonde inspiration, hochant la tête avec une conviction absolue. Je le ferai. En 48 heures, les dominos juridiques s'effondrèrent avec une vitesse étonnante. Marc Fournier se présenta au bureau de Geneviève Reynaud, livrant 7 ans de registres financiers internes, de journaux de communication cryptés et les registres d'inspection des matériaux originaux que Didier Bernard avait dissimulés pour piéger mon père. Le mardi matin, Camille Mercier fut transportée à l'hôpital universitaire, souffrant de graves complications obstétricales. Apprenant l'urgence, je me rendis directement à l'hôpital. Je trouvai Camille dans le service d'observation, pâle et connectée à des moniteurs intraveineux, dépouillée de toute sa façade glamour. Quand elle me vit debout dans l'embrasure de la porte, des larmes montèrent à ses yeux. Claire, les médecins m'ont informé que la crise médicale est passée, dis-je, m'approchant du pied du lit. Le bébé est stable. Camille se couvrit le visage, pleurant doucement. Pourquoi es-tu ici? J'ai essayé de détruire ton mariage. Je suis ici parce qu'aucun enfant ne devrait payer pour la lâcheté des adultes, répondis-je calmement. Geneviève a préparé un accord de coopération formelle avec l'État. Si vous fournissez un témoignage complet sous serment concernant le détournement de fonds de Julien et les comptes fictifs de Bernard, l'accusation vous accordera un jugement différé. Camille regarda les documents sur la table de chevet, sa voix tremblante. Je signerai. Je dirai toute la vérité. 2 semaines plus tard, l'acte d'accusation fut décelé. Des enquêteurs de la division des crimes financiers de l'État et des agents fédéraux arrêtèrent Julien Lemaire au siège social de Lemaire et Fils à 9 heures du matin, escorté menotté devant des centaines d'employés. Didier Bernard fut appréhendé à l'aéroport d'Orly en tentant de monter à bord d'un vol pour Zurich. Julien fut formellement accusé de multiples chefs d'accusation de vol qualifiés, corruption commerciale, détournement de fonds d'entreprise et complot impliquant des fonds détournés dépassant 20 millions d'euros. Avant le début des procédures formelles du grand jury, je demandai une conférence juridique supervisée avec Julien au centre de détention du comté. Lorsque Julien fut amené dans la salle de séparation en verre, il portait une combinaison orange institutionnelle standard. Sa tête était rasée, ses joues creuses, sa posture complètement brisée. Il regarda à travers la table en métal, ses mains tremblant dans ses menottes. « Claire, je n'ai qu'une seule question pour toi, Julien, dis-je, ma voix ferme. Ressens-tu un véritable remords ?» Julien baissa les yeux sur ses poignets menottés.
Je regrette de t'avoir entraîné dans cette obscurité, Claire. Tu étais la seule personne dans ma vie qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour la fortune de ma famille. Je t'ai complètement déçue. Je sortis de ma mallette une photographie et une lettre que je plaçai contre la cloison de verre. C'était une photo d'Arthur et d'Éléonore assis dans le pavillon du jardin, accompagnés d'une note manuscrite de son père. Un homme peut trébucher, mais il doit posséder le courage de payer ses dettes. Purge ta peine avec dignité et rentre à la maison en homme honorable. Julien pressa son front contre la cloison, sanglotant de manière incontrôlable. Je te libère de ma colère, Julien, dis-je tranquillement. Purge ta peine, accepte ta réhabilitation et deviens quelqu'un que tes parents peuvent respecter. Je me levai et me dirigeai vers les lourdes portes de sortie en acier. Lui pardonner ne consistait pas à excuser ses crimes. Il s'agissait de libérer ma propre âme du fardeau de la haine. L'audience préliminaire eut lieu un matin de décembre vif après la première grosse chute de neige à Paris. La grande salle d'audience était bondée de journalistes, de dirigeants de l'industrie et de personnalités civiques. Arthur et Éléonore étaient assis au premier rang de la galerie, se tenant la main. Brigitte était assise juste derrière eux, m'offrant un signe d'encouragement. De l'autre côté de l'allée, Julien Lemaire et Didier Bernard étaient assis à la table de la défense. Le juge préside appela les témoins. Marc Fournier témoigna le premier, livrant un témoignage clair et méticuleux détaillant l'architecture financière de Julien et la fraude d'approvisionnement de Bernard. Camille Mercier suivit, témoignant avec une honnêteté sans fard sur les transferts financiers, les sociétés écrans et la tromperie délibérée derrière les contrats de projet. Enfin, je pris la parole. Je présentai les sous-registres comptables vérifiés, la chronologie du détournement des actifs de l'entreprise et les registres d'inspection originaux récupérés d'il y a 5 ans. Avant de me retirer, le procureur de la République demanda, « Madame le maire, y a-t-il une déclaration finale que vous souhaitez verser au dossier du tribunal ?» Je me tournai vers la table de la défense, croisant le regard rempli de larmes de Julien une dernière fois. Je demande que le tribunal accepte le plan de restitution soumis par Arthur Lemaire, déclarai-je clairement. Et je prie pour qu'après avoir purgé leur peine légale, les accusés choisissent de vivre des vies définies par la vérité plutôt que par la tromperie. Le juge frappa son marteau, confirmant que les preuves étaient suffisantes pour passer à la sentence finale, Julien ayant conclu un accord de plaidoyer complet. En sortant du palais de justice sur les marches de granit saupoudrées de neige, le ciel d'hiver était d'un saphir brillant et expansif. Arthur et Éléonore s'approchèrent. Éléonore m'étreignit fermement, pleurant des larmes de soulagement et de chagrin. « Merci, Claire. Merci d'avoir sauvé ce qui restait de l'honneur de notre famille. » Arthur posa sa main sur mon épaule, ses yeux brillants de fierté. La requête en réhabilitation formelle de ton père a été accordée ce matin, Claire. La licence d'ingénieur de David Dubois a été entièrement restaurée par l'ordre professionnel. Je levai les yeux vers la lumière du soleil d'hiver, sentant l'air vif et pur remplir mes poumons. Le long cauchemar était terminé. 3 mois plus tard, le quartier des arts de la ville célébrait la grande ouverture du centre culturel patrimonial nouvellement réaménagé. Je me tenais à l'intérieur du pavillon du sanctuaire maternel et du bien-être familial nouvellement achevé, un espace que Brigitte et moi avions conçu ensemble en utilisant du bois durable, du lin naturel et du plâtre de terre acoustique. Au plafond, incrusté de subtiles constellations de fibres optiques, une douce canopée d'étoiles illuminait la pièce tranquille. Peinte discrètement le long de la garniture en cèdre se trouvait une inscription manuscrite, à chaque mère qui traverse les heures silencieuses, vous êtes vue. Vous êtes apprécié. Et vous n'êtes jamais seul. Mon téléphone vibra avec un message de Brigitte. Claire, Marianne Thornton vient de signer le contrat de développement principal pour tout le campus sud. Notre studio a obtenu la commission de conception principale pour les 3 prochaines années. Je souris et répondis par un seul mot. Merveilleux. Puis je composai le numéro de mes parents. Maman, dis-je lorsque l'appel fut connecté. Je rentre dîner ce soir. Ton père est déjà allé au marché acheter de la truite fraîche, rit chaleureusement ma mère. Nous t'attendons, ma chérie. Je sortis du pavillon dans le clair après-midi de printemps. La brise portait l'odeur du magnolia en fleurs et des jeunes pousses vertes.
La route devant moi était large, ouverte et entièrement mienne.